Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le vice-président de la République, Thiemoko Méliès-Koné, a reçu en audience l'ancienne première ministre de France, Édith Cresson, de passage à Abidjan. La rencontre a eu lieu au palais présidentiel. Leurs échanges ont porté sur un projet dénommé l'école de la deuxième chance. On en parle dans cette édition avec notre reporter Awa Touré. Développement des zones industrielles vers la mise en place d'un système intégré de gestion des terrains industriels. Au terme d'un atelier qui s'est tenu à Abidjan, une mission a été lancée. Elle aura pour objectif de travailler à la mise en œuvre de la sous-composante 3.3 du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. On en parle dans cette édition. Et puis au Pérou, la nouvelle présidente du Pérou, Dina Boluarte, a annoncé hier samedi 10 décembre son gouvernement. Le nouveau gouvernement compte 19 ministres, dont 8 femmes. Dans les rues, le mécontentement lui grandit. Les partisans de l'ex-président destitué Pedro Castillo grognent et réclament sa libération. De nouvelles élections. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Du 6 au 18 novembre 2022 s'est tenue en Égypte, à Sharm el-Cheikh, la 27e conférence des parties sur le changement climatique, la COP27. La Côte d'Ivoire, notre pays, était présente à cette COP et à l'occasion du sommet des chefs d'État de gouvernement de la 27e conférence des Nations Unies sur le changement climatique tenue le lundi 7 novembre dernier par la voix de son vice-président Thiemoko Méliès-Koné. La Côte d'Ivoire a annoncé son ambition de contribuer à la préservation de la planète. La COP terminé, quels acquis pour la Côte d'Ivoire, quelles perspectives pour l'atteinte des engagements pris par le pays dans le cadre de sa contribution à la préservation de la planète. Et pour en parler, nous recevons ce 13h Monsieur Frédéric Gallet-Zappa, sous-directeur chargé des politiques et stratégies d'adaptation et d'atténuation de lutte contre les changements climatiques au ministère de l'Environnement, donc du développement durable. Il est notre invité de ce 13h. Bonjour Monsieur Zappa. Bonjour, M. Guivet. Alors, merci de nous avoir donc rejoints sur ce plateau. On se retrouve dans une demi-heure, dans le cadre du Dimanche Magazine. Mais avant, mesdames et messieurs, regardons, cette audience accordée à l'ancienne première ministre de France, Édith Cresson. Nous le disions à l'instant dans les titres. C'était au palais présidentiel. Elle a été reçue par le vice-président de la République, Thiemoko Méliès-Koné. Leurs échanges ont porté sur un projet dénommé l'école de la deuxième chance. Awa Touré nous en parle. L'école de la deuxième chance permet d'aider des jeunes sans diplôme ni qualification professionnelle à acquérir des aptitudes et compétences pour s'insérer dans le monde du travail. Le vice-président de la République, Thiemoko Méliès-Koné, et l'ancienne première ministre de France, Édith Cresson, fondatrice de l'école de la deuxième chance en France, ont partagé leurs expériences sur cette question liée à l'emploi des jeunes. Nous avons à peu près 68% des jeunes qui sortent des écoles de la deuxième chance qui ont un emploi à la sortie de l'école, c'est-à-dire au bout d'un an. Et si on attend encore un an, on a encore 5 à 8% qui ont un emploi. Donc ce sont des résultats qui sont extrêmement positifs. Parce que ces jeunes, ils sont aussi intelligents que les autres, mais ils n'ont pas eu la chance à l'école de comprendre ce qui se passait. Les parents, généralement, ne s'en sont pas occupés suffisamment. Et donc, ce sont des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes. Et là, ils ont une chance de rattraper le niveau et de se faire une situation, un emploi tout à fait valorisant et intéressant. Notons que le programme L'école de la deuxième chance fait partie des réponses que le gouvernement apporte à la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes. Et deuxième titre de ce journal, développement des zones industrielles. Au terme d'un atelier qui s'est tenu à Abidjan, une mission a été lancée. Nous le disions également dans les titres, elle aura pour mission de travailler à la mise en œuvre de la sous-composante 3.3 du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Cette sous-composante vise le développement des zones industrielles en rendant plus facile l'accès au terrain pour les acteurs du secteur. Jean-Luc Bambo. C'est une mission prévu pour durer 12 mois que lance le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique PC7. Mission qui s'attellera à mettre en œuvre un modèle économique et financier pour la gestion des infrastructures industrielles. Le consultant international mandaté pour cette mission a présenté sa feuille de route. Pendant cette première mission, c'est pour me familiariser avec le contexte, de rencontrer un maximum de parties prenantes du secteur privé et du secteur public pour savoir qui fait quoi,
pour faire une revue documentaire des textes juridiques et réglementaires, aussi bien que les documents de politique industrielle, politique de développement économique de l'État. Structure chargée de la mise en œuvre de cette composante du PC7, la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles, SOGEDI, a assuré les industriels de la volonté de l'État à les accompagner dans le processus de leur installation. Le projet que nous mettons en œuvre et les outils que nous allons développer vont faciliter énormément de choses. Et en ce qui concerne l'environnement même de travail, la mise en place de systèmes visant la dématérialisation donc de nos procédures pour permettre plus de flexibilité. Cette mission s'inscrit dans le cadre des réformes pour améliorer l'accès au terrain industriel. Elle devrait déboucher notamment sur l'institution d'un système d'information géographique, SIG, afin d'analyser toutes les données sur les zones industrielles en temps réel. Le PC7, faut-il le rappeler, est financé par la Banque mondiale et mis en exécution par une unité de coordination rattachée au cabinet du Premier ministre. Un reportage de Jean-Louis Bambo au terme de la 9e Assemblée générale annuelle du réseau interagences de recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenue à Abidjan. Les points focaux des 17 États membres ont expliqué les incidences de la criminalité financière sur les économies de région. En toile de fond de ce fonds, rendez-vous, il s'agit de créer et rendre opérationnel ici et maintenant un organe de recouvrement des avoirs illicites. Les précisions de Lansine Bakayoko. Face à la montée des infractions générant des revenus illicites, dont la corruption, la fraude fiscale, la drogue, la criminalité organisée et les attaques contre l'environnement, le réseau interagences de recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'Ouest finalise sa stratégie. Une stratégie basée sur la mise en place d'un organe chargé de traquer les ressources issues des activités criminelles. Le problème de fond, c'est l'interopérationnalisation entre agences. Et que dès qu'il y a une infraction criminelle, il est important de voir par rapport à l'architecture et le dispositif législatif ce qui amènerait à faire des enquêtes conjointes sur le patrimoine. Opérationnaliser un organe de recouvrement robuste et efficace, une vraie urgence pour la survie des États africains. Selon des rapports conjoints établis par l'OCDE et la BAD, d'importants montants quittent l'Afrique en toute illégalité pour se voir transférés en Europe ou ailleurs dans le monde. Plus de 3103 milliards de francs CFA pour la seule sous-région ouest-africaine. Ce sont autant de ressources financières qui auraient pu servir au financement des politiques de développement de nos pays. C'est pourquoi il s'y a de saluer la tenue de cette 9e Assemblée générale annuelle d'Arinois, qui répond à cette exigence de synergie d'action entre toutes les parties prenantes en vue de définir les orientations pour un système de sécurité correctement coordonné, efficace et opérationnel. Le secrétariat permanent du réseau interagences de recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'Ouest est assuré par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, dont l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels AGRAC a été créée en juin 2022. Cet établissement public est chargé d'exécuter les décisions de gel, de saisie et de confiscation des avoirs illégaux prononcées dans le cadre de procédures pénales ou administratives. Un reportage de Lansine Bakayoko, madame, monsieur, à suivre à présent l'instant souvenir de ce journal. Il y a 29 ans, Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, nous quittait. Nana Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, le bélier de Yamoussoukro, l'apôtre de la paix, que de qualificatifs pour célébrer le nom et la mémoire de feu le président Félix Houphouët-Boigny, rassembleur généreux. Il avait cette particularité d'être proche des acteurs du monde des médias, de la culture et du sport, à travers témoignages et anecdotes, faits marquants, artistes sportifs, hommes de médias ont échangé avec une de nos équipes. Tous rendent hommage à cette figure emblématique qui était Félix Houphouët-Boigny, un élément de Serge Pakomdidi, commenté pour vous par Serge Collier. 29 ans que le premier président de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, s'est éteint, arraché à l'affection des Ivoiriens. Le père de la nation était une figure tutélaire pour les sportifs, les artistes et les hommes de médias. C'est avec beaucoup de nostalgie que Georges Taï Benson évoque l'époque des grands galas organisés à Yamoussoukro. Le téléphone sonne, bon, je prends. Benson, ne quitte pas, je te passe le président Houphouët. Il y a le président Biya qui arrive mercredi. Il faut
me préparer une très bonne soirée comme vous en avez l'habitude. Ou bien le président Sankara, ou bien il y a les présidents de la CEAO à l'époque. Il dit, il faut prendre Louga François, Aïcha Koné, Ala Thérèse et d'autres. Aïcha Koné faisait partie des artistes préférés du président Félix Houphouët-Boigny. Amankene, moi mankene, Boigny te mi fengu mankene. Avec Houphouët, selon le nombre de chansons, c'est égal à 1 million. Ma mère, quand je finissais de jouer, que je venais à la maison, le matin très tôt après la prière, elle est là. Nani Wari, elle prend ce qu'elle doit prendre, elle me laisse ce qu'elle veut. Je boude, elle s'en va. C'est un matin, ma mère m'a amené à Bobo, à Yopougon, à Niama, et puis au 220, dans les chicanes. Elle m'a montré des maisons, elle dit ça, c'est pour toi, ça c'est pour toi. Elle dit l'argent, je prenais. Voilà ce que je t'ai réservé. C'est ma mère qui m'a donné ce goût à partir des millions d'Houphouët. Depuis Paris, où elle vit aujourd'hui, Reine Pélagie, la dame de fer de la musique ivoirienne, se souvient de Papa Boigny. Le président, oui, quand on partait jouer à Yamoussoukro et tout, avec tous les artistes, il aimait vraiment la culture. C'est le premier artiste. Il y a aussi Boigny. Il y a aussi Bonza. Les galas de Yamoussoukro, à l'occasion des sommets de chefs de l'État, constituaient de grands rendez-vous diffusés sur la chaîne nationale. Félix Houphouët-Boigny est aussi connu pour son amour du noble art. Il a contribué à promouvoir la boxe en Côte d'Ivoire, avec notamment le championnat du monde de boxe en 1976. Ce jour-là, C.A. Robinson, champion d'Afrique, manque de peu le titre mondial. La maison où je suis, c'est le président qui m'a aidé à finir la maison, payer l'argent de choses. Et puis, ce qu'on me donne là, c'est le président qui a signé, c'est un grand souvenir. Proche des boxeurs, mais aussi des sportifs en général, Aboulaye Traoré se rappelle de la victoire de Sénégal 92, de l'accueil à Abidjan, des paroles et du geste du président Félix Houphouët-Boigny. Quand on remportait le trophée, le président Houphouët-Boigny vient nous chercher à l'aéroport et pour nous, ça n'avait pas de prix, cette joie. Il nous a reçus, il nous a fait plein de cadeaux, il nous a même offert une villa chacun. C'est pour vous dire qu'au-delà même du président qui nous donne, je crois que c'était le meilleur cadeau qu'on pouvait lui donner avant qu'il ne parte. L'icône de l'humour en Côte d'Ivoire, Bamba Bakary, s'est fait remarquer par les Ivoiriens à travers ses imitations de la voix du président Félix Houphouët-Boigny. Mes imitations sur Houphouët commençaient par quand il faisait des déclarations nationales comme le 7 août. Notre cher pays, la Côte d'Ivoire, on ne le répétera jamais assez. Nous devons nous battre pour l'entretenir comme la prunelle de nos yeux. Parce que voyez-vous, je n'arrêterai jamais de vous le dire, la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Et la paix ne se prononce pas, ne s'obtient pas du bout des lèvres. Les artistes de l'époque ne manquaient aucune occasion pour rendre hommage à ce visage emblématique. Neuf ans après son décès, Félix Houphouët-Boigny reste dans les cœurs de nos sportifs et artistes. Un élément de Serge Pack, comme Didi, commenté pour vous par Serge Coléa. Merci pour ce brin de nostalgie. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 10 décembre 2022 deux nouveaux cas de Covid-19 sur 292 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, un guéri et 0 décès. À la date du 10 décembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 894 cas confirmés, donc 87 056 personnes guéries, 830 décès et 8 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1
656 986 le 9 décembre 2022. 148 445 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 22 610 635 doses du 1er mars 2021 au 9 décembre 2022. On continue de parler de santé, une haleine fraîche et des dents en parfaite santé pour tous. C'est le but que vise la célébration de la journée dédiée aux activités de la promotion de la santé bucco-dentaire, célébrée le 8 décembre dernier à Divaux. Le thème retenu dans le cadre de cette célébration est le suivant: un repas égale un brossage. Asto Touré Dagnogo. Informer et sensibiliser les populations à travers des consultations bucco-dentaires, enjeu de cette 8e édition des Journées nationales de la santé bucco-dentaire. Un repas égale un brossage, thème de cette célébration afin de mettre l'accent sur la nécessité d'avoir une bouche saine pour une bonne santé et un sourire agréable. Nous recommandons à la population de se brosser les dents 3 fois par jour après chaque repas. Nous leur demandons de fréquenter les chirurgiens dentistes 1 fois par an. La Journée nationale de la santé bucco-dentaire permet également de sensibiliser les populations sur les offres de services en santé bucco-dentaire, mais aussi de communiquer sur les avancées dans le domaine de la santé bucco-dentaire. Nous sommes en pleine activité de détartrage, qui est un acte très important dans la prise en charge des patients. C'est aussi un premier maillon de la chaîne de prévention qui consiste à nettoyer toute la cavité buccale, nettoyer les dents pour les rendre propres. C'est une occasion qui permet à la fois de faire de la prise en charge des pathologies, de faire de la prévention, mais de faire de la promotion de la santé bucco-dentaire à nos populations. La 8e édition de la Journée nationale de la santé bucco-dentaire a permis de prendre en charge gratuitement environ 50% de la population de Divaux, également de distribuer des médicaments aux usagers des services dentaires. Les meilleurs élèves du lycée Jeunes Filles de Bingerville ont été récompensés pour leurs excellents résultats par l'amicale des anciennes de ce lycée, en abrégé ADA. Les bachelières de l'année scolaire 2021-2022 ont reçu une distinction qui porte le nom de la première directrice africaine et ivoirienne du lycée Mamie Fété de Bingerville. À travers cette célébration, les membres de cette amicale, aujourd'hui leaders et responsables, entendent travailler à maintenir la culture de l'excellence au sein de l'établissement. Bintou Pekele. Elles sont les 4 meilleures élèves du lycée Oufouette, Mamie Fété de Bingerville, pour l'année scolaire 2021-2022. Elles ont obtenu les mentions très bien et bien, ce qui leur vaut la distinction du jour. Certaines lauréates hors du pays sont représentées par leur mère. Le Seigneur a béni cette journée encore pour que on la décore, même si elle n'est pas là, elle est à l'extérieur. Je vais lui faire le compte rendu. Ça me donne envie de travailler encore plus pour arriver à leur niveau ou même peut-être les dépasser plus tard. Ces lauréates font partie de la 4e promotion du prix d'excellence Janaka Batelot, prix initié par l'ADA, l'amicale des anciennes du lycée de jeunes filles de Bingerville. Une édition parrainée par une autre ancienne. Ce lot vient de la part du directeur général du BNET, M. Koulibaly Kinapara, qui a insisté pour que le BNET puisse accompagner ses filles. Vraiment, je pense que c'est un grand geste qu'il faut louer. Et il faut que les filles comprennent que nous qui sommes là aujourd'hui, c'est par le travail que nous sommes dans cette position. Moment de retrouvailles entre anciennes élèves, anciennes proviseurs et éducatrices. Elles reçoivent elles aussi des distinctions pour leur don de soi pendant leur service. Les émotions sont au rendez-vous. Awa Dambélé, épouse du directeur général de la RTI, se souvient encore de son passage ici de 1983 à 1987. Ça a fait revivre des souvenirs. Il y a eu de très bons résultats. Et encore aujourd'hui, on se retrouve pour célébrer l'excellence. Mon vœu, c'est que cette célébration soit pérenne et que chaque année, on ait vraiment beaucoup plus de lauréats. Et l'ADA va au-delà des prix. Cette année, l'amicale a rénové le CDI, Centre de documentation du lycée de jeunes filles de formation du dit lycée. Je m'engage à visiter la CDI et puis à lire toujours des livres pour améliorer mon niveau en français, pour être comme ces filles qu'on a primées aujourd'hui. Il reste encore beaucoup à faire dans ce lycée construit en 1935. Il fallait vraiment créer un prix pour stimuler nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes heureuses parce que les filles se mettent au travail. Donc notre projet immédiat, c'est de trouver des partenaires pour nous aider à réhabiliter 2 bâtiments pour avoir plus de filles à l'internat. Les dons que j'ai reçus aujourd'hui pour mon CDI, je n'avais pas ça en livre.
Mamie Fété n'avait pas plus de 850 ouvrages dans son CDI. Les filles qui sont dans des situations de précarité, le chèque qui a été donné, c'est pour couvrir leurs dépenses à l'internat. Nous sommes bien accompagnés en tout cas par l'Amicale des Anciennes. Le prix d'excellence Janakia Batlo rend hommage à la première directrice africaine et particulièrement ivoirienne du lycée de jeunes filles de Benjerville. Elle a dirigé le dit lycée de mai de maître de 1975 à 1993. Évaluer les obstacles à la participation des femmes en uniforme en Côte d'Ivoire aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. C'est autour de ce thème que des réflexions initiées par ONU Femmes en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ont été organisées. Les femmes en tenue veulent renforcer leur engagement pour les actions de rétablissement de la paix dans le monde. Jean-Marc Djadji. Les femmes en uniforme, à l'exemple de la police nationale, évaluent leur rôle dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Leur taux de participation est évalué à 18% selon les statistiques des forces de police, un pourcentage faible pour les spécialistes du genre. Ces réflexions visent à passer en revue les obstacles et les opportunités à une plus grande contribution. Les résultats de ces échanges seront soumis au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et au gouvernement. Et dans l'actualité internationale au Pérou, la nouvelle présidente du Pérou, Dina Boluarte, a annoncé hier samedi son gouvernement. Le nouveau gouvernement compte 19 ministres, dont 8 femmes. L'ancien procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption, Pedro Angulo, également avocat, a été nommé Premier ministre. Dans son discours, Dina Boluarte a insisté sur la corruption. Elle a fait jurer ses ministres de ne pas commettre de tels actes, alors que l'ancien président Castillo en est accusé dans 6 enquêtes. Le mécontentement, lui, grandit dans les rues. Des partisans du président destitué Pedro Castillo réclament sa libération et de nouvelles élections. Retour ici en Côte d'Ivoire où la mutuelle de développement de la localité de Bouandougou, sous-préfecture située à l'entrée de la région du Béret par la route Boaké-Mankono, est en mission d'apaisement pour rappel des conflits intercommunautaires avait secoué la localité dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier, faisant des morts et des blessés. Le calme y est revenu après une mission du commandant supérieur de la gendarmerie, mais les actions d'apaisement continuent, d'où l'action de cette mutuelle qui a apporté son appui financier à la sortie de crise et a engagé les populations à la culture de la paix. Léon Brou. Face au cadre avec à leur tête le président de la mutuelle de développement et le conseiller technique du ministre du budget et du portefeuille de l'État, les 23 chefs de village, les responsables d'organisations de jeunes et de femmes de la sous-préfecture de Bouandougou. Pour dire les causes des affrontements meurtriers de début de semaine, chacun y va de sa spéculation. Tous s'accordent cependant sur un litige foncier entre deux villages et surtout la détermination des différentes couches sociales à aller à la paix. C'est l'alliance qui nous relie. On veut que cette alliance continue et que nos autorités et nos cadres s'asseyent pour faire comprendre que l'alliance est très forte entre nous. Sinon, par là, réellement, c'est fini. Moi, hier, je donne cette confirmation. Il y a eu un seul mot d'ordre, la paix, la paix, la paix. C'est dans cette paix que les femmes s'inscrivent. Et c'est cet enseignement que nous allons donner à nos enfants. Cette paix retrouvée à Bouandougou grâce à l'implication des autorités au sommet de l'État, notamment le commandement supérieur de la gendarmerie nationale. 500 de ces hommes y séjournent encore pour le maintien de cette paix que les cadres veulent sincère et durable pour le développement. Nous allons rencontrer toutes les parties pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution définitive. Prochainement, quand on doit venir ici, c'est pour inaugurer des infrastructures, pour le soutien à la jeunesse, aux femmes, mais pas pour des situations de ce genre-là. On ne peut vivre ensemble sans se nuire, mais il faut toujours qu'on puisse garder en tête ces messages de cohésion que le président Alassane Ouattara a toujours passé, qui est qu'il faut que nous restions dans la paix pour que les projets de développement qu'ils ont pour nous puissent en fait voir le jour. Les affrontements de Bouandougou sont survenus dans la nuit du 5 au 6 décembre 2022. Bilan, 3 décès et plusieurs blessés. Aux familles de ces victimes, le soutien de la mutuelle de développement de Bouandougou s'élève à 1 million de francs CFA. Un reportage de Léon Brou. La joie, l'allégresse était le partage des fidèles de l'église du christianisme céleste paroisse vêtue de gloire des deux plateaux qui a organisé leur fête de moisson le week-end dernier. Cette fête a été l'occasion pour les dirigeants de cette église d'appeler les fidèles du christianisme céleste à l'union et la cohésion. Selon eux, une église divisée ne peut prêcher la parole de Dieu. Plusieurs autorités ont préparé cette fête des moissons. Jean-Marc Djadji. La recherche de l'unité
La cohésion et l'amour, c'est sous ces principes que l'église du christianisme céleste paroisse, vêtue de gloire des deux plateaux, a célébré sa 4e édition de la grande fête des moissons. Le révérend pasteur Kakou Eli a invité les fidèles à l'unité et à taire les querelles autour de l'église du christianisme céleste, comme l'a toujours prôné le fondateur révérend pasteur Biléou Joseph Ochofa. Il y a lieu de pouvoir se rassembler, se resserrer les coudes et parler un seul langage qui est le langage du Christ, car il a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, aimez-vous les uns les autres ». Les représentants du parrain Antoine Djama et du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani saluent et soutiennent le serment de cette fête des moissons. La Côte d'Ivoire est un pays en développement. Le président de la République a initié beaucoup de travaux. La trajectoire de notre pays est une trajectoire intéressante et importante. Que les célébrants, que les pasteurs, que tous les responsables de l'Église puissent prier pour la Côte d'Ivoire. Tout se met en place pour que cette Église retrouve ses lettres de noblesse en Côte d'Ivoire. Et dans les prochains jours, on va le vivre. En tant que directeur général de la réconciliation, c'est ce travail souterrain que nous sommes en train de faire. Mais le Saint-Esprit lui-même travaille au-delà pour que toute l'Église soit réunifiée. La 4e édition de la fête des moissons à la paroisse vêtue de gloire a vu la participation et le soutien des autres tendances de la communauté. Le vice-ministre du plan de la recherche et du développement du Libéria, Sandy Collins, invité spécial, a promis œuvrer pour l'implantation de l'église du christianisme céleste dans son pays. Et toujours au chapitre de la religion, offrir un lieu de culte digne de l'adoration du Dieu vivant, un rêve devenu réalité pour la communauté chrétienne de l'église charismatique du ministère de l'évangélisation prodige. L'édifice a été consacré par le président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, le docteur Yahidian Robert, occasion pour l'orateur d'instruire sur l'importance du lieu de culte dans l'adoration de Dieu. Reportage. Abata, commune de Cocody. Voici le nouveau temple de l'église charismatique du ministère de l'évangélisation prodige, sujet de joie et d'allégresse pour les fidèles chrétiens de cette communauté. J'ai vu un peu les débuts de l'homme de Dieu et je sais comment était le temple auparavant. Avec tout ce qui a été fait, vraiment, aujourd'hui, ce temple est dédié à l'Éternel. Vraiment, mon cœur est réjoui. Un édifice consacré à l'adoration du Dieu très haut. Ce temple présente les normes conformes à un lieu de culte. Les travaux de construction auront duré environ 1 an, soit 12 mois. Par la grâce de Dieu, on est allé étape par étape, doucement, comme nos papas nous a appris à ne pas violer les principes. On est allé doucement avec les cotisations des fidèles, les membres. On a respecté les normes et on veut que ce temple-là accueille tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, on a bâti pour servir le Seigneur. L'importance du lieu de culte, c'est le thème de la prédication du révérend docteur Yahidian Robert. Le serviteur de Dieu a fait l'historique de l'Église depuis le Jardin d'Éden jusqu'à cette période. Le lieu de culte illustre le ciel. C'est le lieu où Dieu rencontre son peuple pour régénérer le peuple, restaurer et surtout reformer l'homme. Donc l'homme est fait pour être en communion avec Dieu. La cérémonie de dédicace de ce temple a enregistré la présence de plusieurs confessions religieuses et des chefs de la communauté Hatchan. Occasion pour le docteur Yahidian Robert de prier pour les différentes couches sociales présentes. L'Institut de recherche pour le développement IRD a lancé la phase pratique du projet Hip-Hop Ville Durable qu'il organise en partenariat avec RFI Planète Radio. En quoi consiste ce projet ? Eh bien, 27 jeunes venus du Cameroun, du Bénin, de la Côte d'Ivoire ont été formés à recueillir avec leur smartphone le témoignage de celles et de ceux qui affrontent au quotidien les impacts des changements climatiques et environnementaux. Dans une courte vidéo de 3 minutes, au terme de cette formation, ils devront parcourir tous les hameaux de leurs pays respectifs pour rendre compte des réalités vécues par ces populations afin que les scientifiques puissent trouver solution. C'est Forazegui. Aujourd'hui, le changement climatique et son lot d'impact sont régulièrement à la une des médias. Cependant, les médias ne donnent toujours pas la parole aux populations directement confrontées à ces événements qui bouleversent leur vie quotidienne. C'est pourquoi RFI Planète Radio et l'Institut de recherche pour le développement IRD ont lancé en 2017 le projet Hip-Hop Ville Durable, un projet qui vise à donner la parole à toutes les personnes qui sont directement impactées
par les changements environnementaux et climatiques à travers la réalisation de vidéos témoignages de 3 minutes. Nous sommes chargés d'aller dans nos villes respectives et d'interroger, de questionner, de prendre les ressentis des citoyens qui vivent au quotidien les changements climatiques, environnementaux, mais surtout de questionner en fait les villes durables. Le projet Hip Hop Ville Durable vise à diffuser très largement les témoignages recueillis par ces jeunes et les mettre en dialogue avec les scientifiques, les experts et les décideurs. C'est un projet de médiation scientifique qui vise à former des jeunes pour qu'ils puissent vulgariser leurs ressentis par rapport à des événements globaux comme le changement climatique, les événements pluvieux extrêmes, mais qu'ils puissent mettre à disposition du grand public des témoignages qu'ils vont recueillir auprès des citoyens. Et ils sont accompagnés aussi par des chercheurs, puisque l'Institut de recherche pour le développement que j'ai l'honneur de représenter en Côte d'Ivoire est un institut qui accompagne aussi la société civile dans des relations qui nous sont extrêmement chères, qui sont des relations aussi en société. Dans ce contexte, il y a vraiment une urgence à établir, ça a été déjà évoqué, ce qu'on pourrait appeler l'interface entre le monde scientifique, la société civile, nos hip-hoppers, et puis les décideurs. Les décideurs politiques, mais pas seulement. Ceux qui ont le pouvoir, notamment le pouvoir économique. Et c'est tout l'objet du projet Hip Hop Ville Durable. Hip Hop Ville Durable donne l'occasion à ces jeunes de 15 à 30 ans des 5 continents d'être les porte-parole du ressenti et des avis de leur communauté. Le réseau compte aujourd'hui plus de 94 000 followers issus de 48 pays. Depuis 2017, plus de 650 films ont été réalisés. Un reportage de Sephora Zegui place à présent à l'Instant Magazine, ce journal consacré au bilan ou si vous préférez aux acquis de la Côte d'Ivoire au lendemain de sa participation à la 27e conférence des Nations Unies sur le changement climatique tenue en Égypte à Sharm el-Sheikh du 6 au 18 novembre dernier, la COP27 donc. Et pour en parler, nous recevons Monsieur Frédéric Agalé Zakpa qui nous a donc rejoint sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le sous-directeur des politiques et stratégies d'adaptation et d'atténuation dans la lutte contre les changements climatiques au ministère de l'Environnement. Merci donc de nous avoir rejoint sur ce plateau. Alors, première question de compréhension. Il y a eu la COP 15 ici à Abidjan et quelques mois plus tard, la COP 27. Quelle est la différence entre ces deux événements qui semblent se ressembler, mais qui, dans le fond, pourraient présenter quelques différences? Merci beaucoup, M. Guivet. Alors, en 1992, lors de la conférence de Rio, qui a été une étape importante dans la politique de préservation de l'environnement, il y a eu la naissance de 3 conventions. La première convention est donc la convention de lutte contre la désertification. C'est donc cette convention qui tenait sa 15e session à Abidjan en mai dernier. La deuxième convention est celle qui tient en ce moment sa conférence à Montréal au Canada, la convention sur la diversité biologique, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui a tenu donc sa 27e session à Sharm el-Sheikh en Égypte le mois de novembre dernier. Alors cette COP27, un rendez-vous international, nous avons pu voir tout l'écho qui a été fait autour de ce rendez-vous international. Comment la Côte d'Ivoire s'est préparée pour y participer? Merci. Comme pour les COP passées, la Côte d'Ivoire donc, se prépare pour que nous ayons une participation efficiente donc, aux différentes conférences qui sont organisées sur le climat. C'est donc dans ce cadre que nous avons organisé des activités préparatoires avant que la délégation ivoirienne n'aille en Égypte. Ces activités s'articulent essentiellement autour d'activités de sensibilisation et surtout de formation. Mais surtout, ces activités qui ont été menées sont des activités pour donner des informations sur la conférence et comment la délégation ivoirienne doit se comporter une fois sur place pour que nous puissions avoir des acquis. Alors, des informations sur l'acquisition des visas. Vous savez que c'est le monde entier qui se déplace et il faut que des dispositions soient prises en amont pour que nous ayons une participation efficiente. Alors, quelles sont les grandes questions qui ont été abordées au cours de cet événement? Les grandes questions. Cette conférence avait donc 3 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'était donc de travailler, de finaliser la feuille de route sur la mise en œuvre de l'accord de Paris.
Contrairement donc au protocole de Kyoto qui est rentré en vigueur beaucoup tardivement, l'accord de Paris a tellement suscité beaucoup d'espoir qu'il est rentré en vigueur sans que nous ayons finalisé de mettre en place les outils pour son opérationnalisation. Donc cette conférence a permis donc de travailler sur les outils pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Deuxième objectif, c'était donc pour les pays partis l'occasion de présenter leurs nouveaux engagements climatiques. Et concrètement, permettez-moi de vous prendre au mot, concrètement, en quoi consistait la participation de la Côte d'Ivoire à cet événement? La Côte d'Ivoire a participé à tous les événements donc, qui ont émaillé cette COP27. D'abord, la Côte d'Ivoire a pris part à la cérémonie d'ouverture à travers M. le ministre de l'Environnement et du Développement durable et M. le ministre des Eaux et Forêts, le dimanche 6. Après donc, cette cérémonie d'ouverture, il y a eu le sommet des chefs d'État et de gouvernement auquel a participé son Excellence, M. le vice-président, qui a honoré donc sa présence, qui a été présent à cette COP et qui a honoré la délégation ivoirienne. À la suite donc de ce sommet important des chefs d'État et de gouvernement, il y a eu le segment de haut niveau qui a été l'occasion pour les différents pays partis à la Convention de communiquer donc leurs déclarations. À la suite donc de cette étape, la Côte d'Ivoire a également participé aux différentes négociations qui ont émaillé donc, cette COP et tous les événements qui ont eu lieu donc, pendant cette COP, les événements parallèles. Alors, je voudrais vous inviter à suivre cet élément réalisé par notre reporter Grace Kando qui nous retrace un peu le déroulé de cet événement. La Côte d'Ivoire a pris une part active à la 27e conférence des parties COP27 sur la lutte contre les changements climatiques à Sharm el-Cheikh en Égypte. La restitution technique de la participation du pays s'est déroulée à travers un atelier dans la commune de Grand Bassam. Il y a eu de nombreux acquis. Il faut citer entre autres le renforcement de la coopération sud-sud et nord-sud avec l'ensemble des parties prenantes. Il y a eu également tout ce qui est adhésion à des initiatives d'envergure régionale concernant tout ce qui est adaptation au changement climatique. Également qu'on a eu la remise d'un prix qui symbolise toutes les actions qui ont été menées par le gouvernement en matière de lutte contre les changements climatiques, mais surtout en intégrant le secteur privé dans un bon partenariat public-privé. J'exhorte toutes les parties prenantes ici présentes à maintenir et entretenir cette dynamique en traduisant en actions concrètes les expériences et les acquis glanés lors de la COP27 en vue de contribuer à la construction d'une Côte d'Ivoire émergente et résiliente face au changement climatique. En ce qui concerne les engagements budgétaires des pays riches au profit des pays pauvres, la représentante pays du PNUD se prononce. Pour le financement des pertes et préjudices, un accord décisif a été pris visant à fournir un financement des pertes et préjudices aux pays vulnérables durement touchés par les catastrophes climatiques. Cette décision est cohérente avec le souhait des pays en développement de financer les pertes et préjudices selon des mécanismes spécifiques. La COP27 a tenu du 6 au 20 novembre 2022 sous le thème « Ensemble pour la mise en œuvre » avait pour objectif de développer des outils opérationnels en vue de concrétiser la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat ainsi que les contributions déterminées au niveau national. Alors, M. Zakpa, dans cet élément de notre reporter Grace Kando, on voit un peu tout le process, tout l'environnement qui a encadré donc la tenue de cette COP27. Mais le vice-président de la République, Timo Komile-Kone, était à cette COP. En quoi a consisté son plaidoyer? Il a parlé au nom de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Effectivement, Son Excellence, Monsieur le vice-président, chef de délégation donc, lors de cette 27e COP, a porté la voix de la Côte d'Ivoire et son plaidoyer a concerné essentiellement la mobilisation des ressources. Au-delà du fait que Son Excellence a présenté les nouveaux engagements climatiques de la Côte d'Ivoire, mais il est revenu sur la nécessité pour les pays développés d'appuyer les pays en voie de développement à mettre en œuvre les engagements qui sont pris. Donc ce plaidoyer a eu un écho favorable donc, auprès des partenaires et tout à l'heure on reviendra certainement sur les acquis de la COP. Certainement. Il y a eu un écho favorable et la Côte d'Ivoire a eu des acquis majeurs sur lesquels certainement on aura à échanger. Ah mais écoutez, la transition est toute trouvée, hein, ces acquis justement, parlons-en. Quels sont ces acquis? La Côte d'Ivoire, lors de cette COP, a eu des acquis, comme je le disais,
à travers beaucoup d'actions. Et premièrement, la Côte d'Ivoire, dans les discussions, a formalisé, j'allais dire, les discussions avec l'Union européenne pour un appui d'environ 4 milliards pour asseoir un système de suivi et évaluation. Vous savez que les pays prennent des engagements, mais il faut asseoir des dispositifs qui permettent de faire le suivi et de rendre compte à la Convention. Au-delà donc de cet appui, la Côte d'Ivoire bénéficiera donc d'un appui pour la construction de logements sociaux. Le montant est de 10 milliards de francs CFA, venant donc de la Banque ouest-africaine de développement, avec donc pour agent d'exécution le programme des Nations Unies pour le développement. Et il y a eu donc le financement également de l'élaboration du plan climat territorial. Vous savez que les premières victimes des changements climatiques, ce sont nos communautés rurales. Toute la politique va consister désormais à prendre en compte ces populations qui, comme je le disais, sont impactées par les changements climatiques. Et donc pour nous, les documents de stratégie doivent intégrer les préoccupations des communautés rurales qui subissent donc du plein fouet ces changements climatiques. Donc cet appui va permettre d'élaborer des plans locaux climat pour permettre donc à nos collectivités, à nos entités décentralisées d'avoir donc des documents, des plaidoyers qui vont donc leur permettre de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre donc des contributions déterminées au niveau national. Mais au-delà de ce fait, la Côte d'Ivoire a adhéré à plusieurs autres initiatives. Lesquelles? Pour réduire donc ces émissions, donc des initiatives donc sur le secteur des déchets, des initiatives sur le méthane et sur la nutrition, sur l'agriculture et plusieurs autres initiatives. Donc la Côte d'Ivoire a eu des acquis grâce donc à cette participation de toutes les parties prenantes. Il faut noter que la Côte d'Ivoire, au-delà du fait que la délégation a été conduite par son Excellence Monsieur le Vice-président, elle était donc composée de 5 ministres, en l'occurrence Monsieur le ministre d'État en charge de l'agriculture, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le ministre des Eaux et Forêts, le président de la COP 15 dont on parlait à l'instant, Monsieur Charles Domaï, le Conseil économique, environnemental et social, les collectivités décentralisées, toutes les entités nationales étaient représentées. Alors je dirais que c'est la Côte d'Ivoire en miniature qui était à cette COP27. D'accord. Alors des acquis qui viendront certainement renforcer l'existant. Quelles sont les grandes actions entreprises en amont, justement, par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques en amont? Évidemment, indiquons que depuis que la Côte d'Ivoire est rentrée donc de la COP21 et a ratifié l'accord du Paris sur le climat, beaucoup d'actions ont été menées grâce à l'accompagnement du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Et donc des grands projets ont été mis en œuvre. On pourra citer entre autres le projet de construction, ce projet que tout le monde connaît, ce projet de construction de la centrale hydroélectrique de Soubré, qui a permis donc de connecter un plus grand nombre de populations. Je vais juste ajouter que cette centrale a été construite donc pas sur les énergies fossiles, mais sur des énergies renouvelables. Ça, il faut le mentionner. Effectivement. À côté de cela, il y a eu la centrale donc, de Boundiali, qui est une centrale solaire donc, qui va permettre donc, de connecter un grand nombre de populations. Mais au-delà de ça, il y a eu un certain nombre de projets grâce à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Et je voudrais donc profiter donc, de votre antenne pour remercier les partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés dans le cadre donc, de la formulation de ces nouveaux engagements climatiques, avec un rôle fondamental qu'a joué le programme des Nations Unies pour l'environnement. Le PNUD a été donc le facilitateur de ce processus qui nous ont permis d'avoir ces nouveaux engagements qui ont été communiqués lors donc, de cette COP27. Et juste avant de rendre l'antenne, il y a aussi ce prix important qui a été décerné à la Côte d'Ivoire à Charles Mecher. L'occasion pour eux d'en parler. En quoi consistait ce prix, s'il vous plaît? La Côte d'Ivoire a été distinguée lors donc, de cette COP27 pour ses engagements qui ont été respectés. La Côte d'Ivoire fait partie des rares pays, j'allais dire, sur les 196 pays, il n'y en a que 24 qui ont révisé leur contribution, la Côte d'Ivoire faisant partie. La Côte d'Ivoire, depuis Paris jusqu'à nos jours, a mis en œuvre, comme je le disais, de grands projets. La Côte d'Ivoire s'est distinguée comme un bon élève au niveau donc, de la sous-région. C'est donc à ce titre-là que notre pays a reçu ce prix-là pour être récompensé. Et quelles sont vos perspectives pour justement soutenir cette action de reconnaissance? Nos perspectives... En quelques mots. Bien sûr, nos perspectives, c'est donc la mise en œuvre de nouveaux engagements climatiques. Et je voudrais profiter également de votre antenne pour appeler à la mobilisation générale.
Le gouvernement fait beaucoup d'efforts, les partenaires techniques et financiers nous appuient. Il est important que chaque acteur, là où il se trouve, que ce soit les collectivités, que ce soit le secteur privé, que ce soit les collectivités décentralisées, nous puissions nous unir nos forces pour aller de l'avant dans le cadre des engagements climatiques de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, Monsieur Frédéric Gallet-Zakpa. Je rappelle que vous êtes sous-directeur chargé des politiques et stratégies d'adaptation et d'atténuation dans la lutte contre les changements climatiques au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Avec vous, nous avons parlé des acquis justement obtenus par la Côte d'Ivoire au lendemain de sa participation à la COP27, la 27e conférence des Nations Unies sur le changement climatique tenue en Égypte à Sharm el-Sheikh du 6 au 18 novembre. Bilan et perspectives, voici donc le sujet que nous avons abordé au cours de ce Dimanche Magazine. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Dieu garde la Côte d'Ivoire.